je viens de revenir des États-Unis où devant une université, j'ai rencontré quelques jeunes qui tenaient un stand pour promouvoir le Parti communiste. Je leur ai demandé s'ils avaient parlé à une personne ayant vécu sous un régime communiste, après quoi je me suis proposé de répondre à leurs questions parce que je suis cette personne-là. Leur réponse a été que probablement c'était moi qui avais vécu dans le mauvais communisme, pas dans celui conçu par Marx et oui, par Lénine. Voici alors ma première question qui fait référence à l'une des anciennes justifications de l'Occident. Le communisme est-il une bonne idée mais mal appliquée? Non seulement elle a été bien appliquée, trop bien appliquée, parce que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée qui vient de Marx d'ailleurs. Hein, et c'est d'abord la définition même du communisme commun, c'est-à-dire la suppression de la propriété privée. C'est quand même la base du communisme. C'est la phrase essentielle du fameux manifeste du Parti communiste de Marx de 1848. Or, tous les problèmes du communisme, une fois que ce communisme a été au pouvoir, une grande partie des problèmes vient du fait que la propriété privée a été supprimée. Et si l'Union soviétique s'est effondrée sur elle-même en 1991, c'est essentiellement parce que son système de production était totalement impossible, absurde, et ne fonctionnait pas. Moi, j'ai souvenir d'être arrivé à Moscou en 1992, dans la capitale, mais c'était un désastre économique. Un désastre économique. Il n'y avait pas de produits dans les magasins. Les gens vendaient des choses sur le trottoir pour gagner quelques roubles. Donc voilà, le système s'est totalement effondré. Et plus évidemment des problèmes politiques qu'on connaît bien, qui sont la terreur telle qu'elle a été pratiquée pendant des dizaines d'années. Mais tout ça vient... alors c'est vrai qu'il y a eu une certaine interprétation de Marx par Lénine, mais en tout cas, surtout à la fin de sa vie et après, à la suite de la guerre civile américaine d'ailleurs, Marx a suivi de très près la guerre civile américaine, qui a été une guerre civile extrêmement violente. 650 000 morts quand même, bon, dans des États-Unis qui étaient beaucoup moins peuplés qu'aujourd'hui. Or, Marx était très bien informé de cette guerre civile, parce que dans la guerre civile américaine et dans l'armée du Nord, il y avait énormément d'Allemands qui s'étaient exilés d'Allemagne après 1849-1850, y compris des généraux, qui étaient des amis de Engels. Et donc, Marx et Engels étaient très bien informés de cette guerre civile. Et dans un livre récent, j'ai évoqué ça parce que Marx critiquait le président américain du Nord, Lincoln, en disant que Lincoln menait cette guerre civile constitutionnellement et pas révolutionnairement. Et je crois que tout était dit, parce que effectivement, Lincoln, bien sûr, le Nord a gagné, le Nord a eu la victoire, mais le Nord a respecté le Sud. Les vaincus ont été respectés. Il y a eu une espèce d'accord, parce que Lincoln a parfaitement compris que s'il voulait que les États-Unis existent, on ne pouvait pas mener la guerre civile jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extermination. Annihiler les ennemis. La liquidation du camp ennemi, et que donc il fallait trouver un gentleman agreement pour que la nation américaine existe. Ce qui est très curieux, c'est que aux États-Unis, depuis maintenant des années, dans les universités en particulier, on a cette fameuse cancel culture, la culture de l'effacement, où on veut par exemple faire tomber les statues du général Lee, qui était le général de l'armée du Sud. Mais si vous commencez à faire tomber les statues du général Lee, vous relancez la guerre civile. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme en France. En France, nous avons eu une guerre civile au moment de la Commune de Paris, et cette guerre civile s'est terminée constitutionnellement. Bien sûr, il y a eu des combats violents, et puis une fois que ces combats ont été terminés, au bout de 3 ou 4 ans, eh bien, la République s'est installée petit à petit, et vous avez aujourd'hui, en France, dans toutes les villes, vous avez aussi bien des rues Adolphe Thiers, c'est-à-dire le chef du camp versaillais qui a gagné, et puis des rues Louise Michel, une grande représentante de la Commune de Paris. Donc voilà. L'histoire doit être jugée avec le point de vue
dans son contexte, pas avec le point de vue de présent ou d'une idéologie. Bien entendu, alors que, évidemment, tout le monde sait que Lénine a tout fait pour qu'il y ait une guerre civile en Russie, parce que pour lui, une révolution sans guerre civile, ce n'est pas une révolution, et il a exterminé le camp d'en face. Et Staline a continué le travail jusqu'au bout. Mais avec le rapport secret de Khrouchtchev, vous avez parlé de ce rapport dans votre livre, le rapport dénonçant les crimes de stalinisme. Lénine a été réhabilité et voilà que Lénine semble encore aujourd'hui réhabilité. Quelle est la vérité? Il est retiré de la liste des grands criminels de l'histoire. On a Staline et Hitler, pas Lénine. Oui, alors ça, c'est une très belle opération de la direction soviétique en 1956. On a longtemps pensé que c'était une initiative personnelle de Khrouchtchev, le fameux rapport secret qui dénonçait Staline et qui du coup expliquait que Lénine était la grande figure qui légitimait le régime soviétique. En réalité, depuis les archives s'étant ouvertes à Moscou, on a constaté que pas du tout. C'est une opération entièrement organisée par l'ensemble du Politburo, par l'ensemble du bureau politique. Certains, les plus staliniens, Molotov et Kaganovitch en particulier, étaient contre cette opération du rapport secret, mais tous les autres étaient pour une raison simple, c'est qu'ils avaient tous été des complices très importants de Staline, Khrouchtchev le premier. Khrouchtchev était un homme qui était couvert de sang des pieds à la tête. Il avait été le responsable de la Grande Terreur à Moscou. Il avait demandé des quotas supplémentaires d'exécution à Moscou. Et il avait tellement bien travaillé dans la terreur à Moscou qu'en janvier 1938, Staline l'a envoyé organiser la Grande Terreur en Ukraine, où ça marchait mal. Donc, Khrouchtchev a été responsable de la Grande Terreur en Ukraine. Bon, donc voilà, un homme couvert de sang. Et il était urgent pour eux comme on dit, de se dédouaner. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est Staline qui a tout fait. Nous, on n'a rien fait, on ne pouvait rien faire, on était obligés d'obéir, sinon on se serait fait couper la tête. Mais si vous faites tomber Staline, quel est le principe de légitimité du régime? Il n'y en a plus. Donc il faut trouver un nouveau principe de légitimité. On revient à Lénine. Mais bon, là, quand les archives s'ouvrent, on découvre que Lénine est un grand criminel, et même le premier grand criminel. C'est d'ailleurs le premier chapitre du livre noir du communisme de Nicolas Werth, je peux même vous dire que quand nous préparions ce livre, dans l'équipe du livre, nous avions des réunions, et un jour, Nicolas Werth est venu lire son premier chapitre sur la période de Lénine, 1917-1922. Et il nous a lu ces télégrammes secrets, tuez plus, pendez plus, fusillez plus, etc. Bon, mais on était tous scandalisés. Comme nous étions tous, la plupart des co-auteurs du livre étaient d'anciens communistes, d'anciens maoïstes, d'anciens trotskistes, bien sûr, Staline c'était très mal, Mao c'était très mal, etc. Mais Lénine restait une figure intouchable. Donc on a eu une discussion violente, je peux vous dire. C'est-à-dire que tous les autres ont dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas publier ça, mais comment tu oses écrire ça ?» Et alors là, lui qui était un garçon tout à fait calme, il s'est fâché tout rouge, disant « mais c'est les archives, c'est tout. Bon, alors vous acceptez ou alors je quitte le livre. » Le grand appareil de propagande russe a fonctionné? Alors le grand appareil de propagande russe a parfaitement fonctionné. Et puis, regardez comment il a fonctionné, parce que quand la bataille, le conflit entre l'Ukraine et la Russie de M. Poutine a vraiment commencé après Maïdan, les milliers et les milliers de statues de Lénine qui étaient sur le territoire ukrainien et qui marquaient la présence bolchevique et russe sur le territoire ukrainien, les Ukrainiens ont parfaitement compris qu'il était urgent de faire tomber toutes ces statues. Bon, donc des milliers de statues de Lénine sont à la casse, mais voilà. Mais on fasse encore le révisionnisme historique en Russie, à la Budapest. Monsieur Viktor Orban, par exemple, il révisite un peu la figure de maréchal Horthy. Oui, bien sûr. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Du côté russe, c'est très intéressant parce que pour
pour Vladimir Poutine, qui pourtant, pendant les 40 premières années de sa vie, quand il était Homo soviéticus, évidemment, il encensait Lénine. J'ai souvenir qu'un de nos collègues de l'association Mémorial de Moscou, Nikita Petrov, est venu donner une conférence à Paris et il nous a projeté sur un grand écran des photos qui venaient des archives et en particulier une photo où on voyait tous les principaux généraux du KGB, tous là, une centaine au moins, avec devant M. Andropov, chef du KGB, qui n'était pas encore chef du parti. Et ce qui était extraordinaire, c'est que derrière, il y avait un gigantesque portrait de Lénine. Donc voilà, c'était Lénine qui était après 1956, c'est Lénine qui est le principe de légitimité du régime. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que M. Poutine a modifié sa position. Il a commencé à dire « Ah non, mais Lénine, c'est pas bien. Lénine, c'est une catastrophe. C'est Lénine qui a fait tomber le grand empire, etc. » Mais par contre, il réhabilite Staline. Voilà. Bien sûr, il réhabilite Staline. Hein, le grand manager. Quel grand manager. Bon, au bout de 74 ans, tout s'écroule. Quel grand manager. Donc voilà, on est... mais bon, simplement, M. Poutine est un lieutenant-colonel du KGB. Il a été formé au mensonge, il a été formé à la manipulation du discours, à la manipulation idéologique, etc. Donc, il est en train de... comme il savait très bien qu'il allait attaquer l'Ukraine, après avoir attaqué la Tchétchénie, après avoir attaqué la Géorgie, donc il a préparé tout un discours de légitimation de son action. Et par la manipulation de langage spécifique au communisme aussi, c'est le maths. Alors, la manipulation du langage, alors ça, c'est encore autre chose. Le maths, c'est vraiment un signal, une espèce de signal. D'abord pour les propres hommes qui sont autour de lui, tous ces gens du KGB, de la mafia, parce que maintenant, le régime russe est un régime véritablement mafieux. Bon. Donc, c'était vraiment un message pour ces gens-là. Quand il a dit « j'irai buter les terroristes jusqu'au fond des chiottes », voilà, c'est un message d'abord pour les hommes du pouvoir. Voilà, le chef est revenu. Et puis, c'est un message pour toute la population qui se dit « ah, tiens, c'est bizarre, il y a un monsieur qui parle fort, c'est peut-être bien ». Bon, évidemment, vous imaginez le général de Gaulle dire « j'irai buter les Allemands jusqu'au fond des chiottes ». Ça n'a aucun sens. Bon, hein. Mais bon, en Russie, ça a un sens. Parce que ce maths, c'est le langage des grands voyous, c'est le langage de la mafia. Et donc, quand vous parlez ce langage, vous envoyez un message. Je vous propose d'ouvrir le grand chapitre de deux types de mémoire de l'Occident dont vous parlez dans le livre, sur le communisme et sur le nazisme. Nous ne comparons pas les deux grands mots, les erreurs sont absolues chacune, mais la question est pourquoi un parti nazi sera-t-il inacceptable alors qu'un parti communiste, voilà, n'est pas problématique. Il est parfaitement légal et peut-être même respectable. Et même parfois au gouvernement. Et même parfois au gouvernement, comme en France. Oui, c'est une grande question, mais qui évidemment a des racines historiques assez claires. Alors d'abord, prenons un pays comme la France, par exemple, et toute l'Europe de l'Ouest. Toute l'Europe de l'Ouest qui a été occupée par l'armée allemande entre 1940 et même 1939 pour la Pologne, et 1945, et où les Allemands se sont très mal conduits. Donc évidemment, les Allemands ont laissé une mémoire tragique du nazisme et une haine du nazisme partout où ils sont passés. Derrière les nazis, il y a toujours une traînée de sang. Bon. Mais tous ces pays n'ont jamais connu le communisme. Bon. Donc ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Et le problème, c'est que Sauf l'Allemagne de l'Est. Alors, sauf l'Allemagne de l'Est, bien sûr. Mais le problème, c'est que, et ça c'est une constante des régimes totalitaires, les régimes totalitaires reposent évidemment sur la terreur, donc terreur nazie, terreur soviétique de la même manière, mais ils reposent aussi sur le mensonge, c'est-à-dire sur la propagande. Or, l'URSS, les bolcheviks
ont été quelque part les grands inventeurs de la propagande politique. Tout leur travail reposait sur la propagande. Quand vous regardez les archives à Moscou, des rapports de Staline, à chaque fois dans la marge, par exemple pour les communistes français, la propagande, n'oubliez pas la propagande, voilà. Donc, les bolcheviks et les communistes soviétiques étaient très conscients de l'importance de la propagande, c'est-à-dire, très concrètement, du mensonge. La propagande, c'est le mensonge. Bon, mais il y a un troisième élément qui intervient dans ces régimes totalitaires et qu'il ne faut jamais oublier, qui est très important, c'est le secret. C'est le secret. Parce que s'il n'y a pas le secret, la propagande va s'effondrer, évidemment. Bon, la propagande vous parle de l'avenir radieux du communisme. Mais pas de l'Holodomor, pas de... Mais voilà, si le secret fait que personne ne sait qu'il y a le Holodomor, personne ne sait qu'il y a le Goulag, personne ne sait qu'il y a la Grande Terreur de 1937-38. Qui a été un grand mensonge. Pareil. Donc évidemment, là, si dans un colloque en Italie il y a très longtemps, on avait intitulé le colloque, c'était après l'ouverture des archives de Moscou, la face cachée de la Lune. Pendant très longtemps, on a vu la face éclairée de la Lune communiste. C'était magnifique, c'était la propagande, c'était le mensonge. Et d'un seul coup, la face cachée s'est révélée, et là, c'était tout à fait autre chose. C'était la terreur, c'était le goulag, etc. Mais même si nous savons ça maintenant, Poutine a été accepté par l'Occident au nom de realpolitik. Alors, ça, c'est plus compliqué, parce que M. Poutine, en tant que lieutenant-colonel du KGB, a véritablement, parfaitement appris à mentir, à manipuler, à organiser des compromates, etc. Or, une chose très intéressante vient de se produire en France. Viennent d'être publiés les discours de Poutine. Un gros livre, les discours de Poutine. Mais les discours de Poutine, à partir de quand? À partir de 2007 seulement. C'est-à-dire au moment où M. Poutine a commencé à abattre ses cartes à Munich lors d'un discours. Mais si on publiait les discours de M. Poutine de 2000 à 2007 et les discours de Poutine de 2007 jusqu'à aujourd'hui, mais on verrait que c'est l'exact contraire. Rappelez-vous qu'en 2001, M. Poutine est allé faire un discours devant le Bundestag à Berlin. Il a parlé en allemand, dans un allemand parfait, parce qu'il avait été formé pour ça. Il a eu droit, si je me souviens bien, il a eu droit à 17 séquences d'applaudissements, et ça s'est terminé sur une standing ovation de tout le Bundestag. Quand vous voyez le discours de M. Poutine, c'est « Nous sommes pour la paix, nous sommes de grands amis, la Russie deviendra un grand pays démocratique, etc. etc. » Bon, quand vous voyez la suite, donc ça n'est pas par hasard si ce livre ne publie les discours de Poutine qu'après 2007. Parce que s'il y avait aussi les discours d'avant, on verrait la contradiction énorme entre les deux discours. Les discours de 2000 à 2007 étaient des discours parfaitement mensongers où M. Poutine a tenu le discours que les Occidentaux espéraient entendre. Ils se sont dit, c'est un monsieur très gentil, on va pouvoir faire des affaires, du business bien sûr, etc. Et puis d'un seul coup, Munich, discours de Munich, où Poutine dit, attention, j'en ai assez. 2008, la Géorgie. Et puis ensuite, 2013-2014, Maïdan, la Crimée, etc. Donc voilà. Or, évidemment, tout ça était soigneusement préparé. Monsieur Poutine n'a pas fait ça comme ça sur un... Mais personne ne s'est rendu compte en Occident. Personne. Alors c'est vrai, et M. Poutine a très bien joué, puisque après la chute de l'URSS, tout le monde a rêvé et tout le monde a pensé que la Russie, qui s'était trompée d'autoroute en 1917, allait reprendre une bonne autoroute démocratique. C'était une occasion formidable pour les Russes. Bon, simplement, personne n'a vu qu'en réalité, à partir du milieu des années 1990, le KGB a décidé de reprendre le contrôle de l'État et que M. Poutine a été désigné pour faire ce travail.
il a été envoyé directement dans l'administration présidentielle de Boris Eltsine. Et là, il a organisé ce qu'il sait faire, le fameux compromat, puisque Eltsine et sa famille risquaient d'être attaqués en justice pour leur corruption énorme. Et donc, il y a eu un deal. Voilà, monsieur Eltsine, vous me transmettez le pouvoir, et moi, je vous garantis un décret comme quoi la famille Eltsine est à l'abri de toute poursuite judiciaire. C'est ce qui s'est passé. Vous écrivez dans votre livre que l'Occident est encore naïf face au Poutine. C'est vrai, les troupes russes, vous écrivez, ça me donnait des émotions, ne sont pas encore arrivées à Bucarest. L'Occident aurait-il pu faire plus pour l'Ukraine maintenant? Alors, d'abord, un Occident naïf, c'est le problème des démocraties. Ouais. Les démocraties voient le monde à l'image de leurs valeurs. Ouais. Voilà. J'ai un interlocuteur, M. Poutine, c'est un homme correct. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette déclaration du président George W. Bush, le fils, qui rencontre, qui a vu l'âme de M. Poutine. Qui déclare « J'ai regardé cet homme dans les yeux, j'ai vu son âme, c'est un homme en qui on peut avoir une totale confiance. » Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est totalement fou. Bon, mais bon, voilà. Et M. Poutine a fait le nécessaire pour que M. Bush croie ça. Parce que M. Poutine a été formé à ça. Il faut quand même, il ne faut pas sous-estimer qui étaient ces gens du KGB. Il sélectionnait les meilleurs, ceux dont ils avaient besoin. Il les formait. Par exemple, M. Poutine, pendant plusieurs années, a eu un professeur spécial d'allemand pour parler parfaitement l'allemand. Et ça joue un rôle très considérable dans l'histoire de l'Ukraine. Parce que grâce au gaz russe, M. Poutine était persuadé que l'Allemagne ne réagirait pas à l'attaque contre l'Ukraine. Et si l'Allemagne ne réagissait pas, la France et les autres pays ne bougeraient pas. Bon, simplement, l'Allemagne a été tellement choquée de cette attaque qu'il y a eu quand même, l'Allemagne a été obligée Mais cela dit, heureusement que quelqu'un, je ne sais pas qui, a fait sauter les fameux gazoducs Nord Stream sous la Baltique. Bon, mais c'est vraiment, c'est effrayant de voir comment... Il y a eu un très bon documentaire en France sur Gazprom et l'action de Gazprom avec l'Allemagne, et vraiment c'était incroyable de voir dans ce documentaire tous les grands patrons allemands interviewés, enthousiastes à l'idée que voilà... De faire business avec eux. On va faire un magnifique business avec du gaz pas cher du tout. Ce sera, par rapport à nos concurrents, ce sera très bénéfique parce qu'eux, ils vont payer plus cher le gaz, etc. C'est tout à fait incroyable. Et puis, le symbole de tout ça, c'est M. Schröder. C'est le chancelier Schröder. Moi, dans plusieurs réunions publiques, j'ai proposé que la Cour européenne de justice crée une nouvelle peine de haute trahison de l'Europe. Et le premier condamné serait M. Schröder, parce que véritablement, cet homme s'est conduit d'une manière abominable. Il a vendu l'Ouest à Poutine, littéralement. Et j'ai presque envie de dire, comme dans la Bible, pour un plat de lentilles. 1 million d'euros par an de Gazprom. Mais pour Gazprom, 1 million d'euros, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau. Bon. Mais malgré tout cela, la propagande russe est encore un peu victorieuse en Europe. Voilà, la victoire, par exemple, de la FED en Allemagne, ou la victoire d'extrême droite qui est pro-russe en Autriche. Oui, mais là, on rentre dans un autre domaine qui est là aussi du domaine complet de M. Poutine et du KGB, c'est la corruption. Quand je vous parle de M. Schröder, c'est un homme totalement corrompu, mais pas seulement. M. Poutine a réussi à établir des relations intimes avec M. Schröder et la famille de M. Schröder, sur un thème tout à fait étonnant. Poutine a dit à Schröder « Ah, la guerre, grosse malheur. Ton père a fait la guerre, mon père a fait la guerre, maintenant nous sommes amis. » Voilà, c'est un côté sentimental, ridicule, mais bon, ça peut marcher. C'est le propre de ces gens du KGB, la manipulation psychologique. Ils trouvent toujours une faille,
dès qu'ils découvrent une faille, ils y vont. Hein. Et ils ont vu que M. Schröder était un homme tout à fait corruptible et qu'on pouvait aussi, du côté sentimental, le faire passer la chose. Bon, donc voilà, c'est... Alors la corruption russe en Europe, elle est considérable. Hein. Moi, je l'ai vu, par exemple, avec la chaîne Russia Today. La chaîne Russia Today en français a réussi à débaucher, si je puis dire, un journaliste très connu, qui était payé des sommes considérables. Bon, donc voilà, l'extrême droite, c'est la même chose. Bon, Madame Le Pen a eu des prêts bancaires pour sa campagne électorale venant de Russie, etc., etc. Hein, donc, bien sûr, vous savez, c'est toujours... L'histoire est souvent menée par les mêmes principes. Hein, soit vous mettez une femme dans le lit du dirigeant politique et ça marche, soit vous lui mettez une grosse liasse de billets et ça marche aussi. Bon, voilà, la corruption, c'était aussi pendant le communisme. C'était essentiel pour le communisme et aussi la manipulation des vulnérabilités de l'homme. Oui, alors là, c'est encore autre chose parce que c'est, si je puis dire, une corruption. Le Parti communiste français n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu l'argent de Moscou. Impossible, impossible. Hein. Donc voilà, là, c'était des sommes considérables et qui ont été payées jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le Parti communiste italien, pareil, tous les partis communistes ont été subventionnés par Moscou et par, justement, une branche spéciale du KGB qui s'occupait de ça, pour faire passer l'argent sans que ça se voie. Hein. Et donc voilà, tous les dirigeants communistes, on peut dire que tous les dirigeants communistes étaient de fait corrompus par cet argent. Et en plus, ils appartenaient à une nomenclatura communiste internationale. Ils passaient leurs vacances à Sotchi dans des villas à côté de Khrouchtchev. L'égalité et la fraternité. Voilà, l'égalité et la fraternité entre nomenclaturistes de tout pays. Regroupez-vous, bon. Hein, donc voilà, ça c'était la réalité. C'est des choses évidemment. Alors c'est très difficile d'en parler puisque en 1991, quand l'URSS s'est effondrée, l'homme au comité central soviétique qui s'occupait spécialement des questions d'argent, il n'a pas eu de chance, il est tombé par la fenêtre. Mais comment voyez-vous le sort de l'Ukraine avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche et avec cette ascension de l'extrême droite qui est anti-ukrainienne en Europe? Pensez-vous qu'un nouvel abandon de l'Est face à la Russie est possible? Alors, d'abord, l'extrême droite et l'Ukraine, c'est plus compliqué que ça. Parce que, comme les gens d'extrême droite sont des nationalistes, et souvent ultranationalistes, certains ont été enthousiasmés par la réaction des Ukrainiens, en disant « Ah, c'est extraordinaire, voilà une nation qui renaît, etc. » Bon, d'autre part, Madame Le Pen, par exemple, a très bien compris que si elle voulait normaliser son image, il fallait absolument qu'elle se désolidarise de la Russie sur l'Ukraine. Et faire oublier bien sûr. les agents du... Regardez Madame Meloni. Madame Meloni, qui est tout à fait atlantiste et qui, justement, à cause de ses relations avec M. Trump, est susceptible de jouer un rôle important maintenant. Mais Madame Meloni a très clairement condamné Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Alors bien sûr, il y a M. Orban, il y a l'AfD, etc. Bon, bien sûr. Alors, que va-t-il se passer? Mais personne ne peut le dire. Parce que M. Trump a été brillamment élu, il faut le dire, au niveau des grands électeurs, au niveau du vote populaire. Il contrôle le Sénat, il contrôle la Chambre des représentants, il contrôle la Cour suprême. Donc, il contrôle le Twitter. Ah bah oui, en plus. Oui, bien sûr, grâce à M. Musk et quelques autres. Bon. Donc, il est tout-puissant. Enfin, tout-puissant, n'exagérons rien. Les États-Unis sont un État fédéral. Ouais. Il y a 50 États. Ouais. Donc, il y a des États démocrates. Et puis, il y a des institutions. Il y a l'armée, il y a tout ça. Bon. Mais bon, globalement, on peut dire qu'il est extrêmement puissant. Que va-t-il faire de cette puissance? D'abord, est-ce que
les Russes le tiennent par un compromat quelconque. On ne sait pas. Il y a eu récemment un documentaire qui est passé en France, très bien, qui indiquait des éléments de compromat, en particulier financiers. C'est-à-dire que quand M. Trump est tombé en faillite, comme par hasard, il est sorti de sa faillite grâce en 2016, c'était... Oui, grâce à de l'argent, mais même avant, quand la Twin Towers, etc., étaient en faillite, c'est de l'argent de la grande mafia russe qui est venu le renflouer. Bon, ça peut jouer. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il peut utiliser sa puissance au service des Russes. Il peut aussi utiliser sa puissance peut-être contre les Russes, parce que comme c'est une espèce de mégalomane, si quelqu'un lui marche sur le pied, il va réagir violemment. La présence, par exemple, il est clair maintenant que l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Bon. Or, la présence de 10 ou 15 000 soldats nord-coréens en Ukraine, sur le front ukrainien, qui ne peuvent pas être là sans l'accord de la Chine, parce que si la Chine avait dit non, Monsieur Kim, vous savez comment je l'appelle, le dernier Kim Boom Boom avec sa bombinette. Bon, Monsieur Kim Boom Boom n'aurait pas pu envoyer ses soldats. Bon, donc voilà, on ne sait pas. Alors bien sûr, pour l'instant, alors d'abord, rappelons que Monsieur Trump, pour l'instant, n'est pas président. Bon, il faut attendre le 20 janvier. Et M. Biden, encore, il peut faire... Et M. Biden a montré qu'il prenait encore des décisions, en particulier sur les missiles. Bon, mais alors M. Trump est en train de constitue son équipe avec des gens tout à fait étonnants, parfois des extrémistes, etc. Mais on voit très bien que c'est pour les remercier de l'aide qu'ils ont apportée, y compris M. Musk financièrement, etc. Bon. Une fois qu'il va être au pouvoir, est-ce que ces gens-là vont rester? Est-ce qu'au bout de 6 mois, on ne va plus en entendre parler? Tout est possible. La situation est totalement ouverte. C'est pour ça que je pense que nous sommes à un point de bascule dans l'histoire mondiale, parce que les États-Unis pèsent évidemment un rôle essentiel. Donc, un point de bascule dans l'histoire mondiale. Voilà, la pièce tombe sur la table, elle fait comme ça. De quel côté va-t-elle tomber? On ne sait pas. Il faut attendre. Il faut attendre. Plus de jours se sont passés depuis le début de guerre déclenchée par la Russie et plus d'un an depuis les attentats de Hamas en Israël qui ont conduit à la guerre plus sanglante de Gaza. Et voilà que le Liban s'ajoute également au conflit. Voyez-vous un lien entre ces deux guerres, peut-être une même coordination des acteurs malveillants? Alors d'abord, vous avez souligné qu'on a déjà dépassé les 1000 jours en Ukraine. J'ajouterai qu'on a déjà dépassé la moitié de la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est dans cette perspective-là qu'il faut se situer. Parce que M. Poutine continuera sa guerre, tant qu'on ne le renverra pas chez lui, il continuera cette guerre. Bon. Et ça peut durer longtemps. Alors, bien sûr, l'opération du Hamas, personnellement, je pense que il y a des éléments de coordination, où en tout cas, les Russes ont certainement été prévenus que ça allait avoir lieu. Et il faut bien dire que pour M. Poutine, c'est un miracle. C'est une diversion incroyable. Regardez ce qui se passe, en particulier aux États-Unis, dans toutes ces universités la cause palestinienne en folie, a surclassé le génocide. Et regardez la thématique. M. Poutine a accusé les Ukrainiens d'un génocide au Donbass. Le Hamas et tous les amis des Palestiniens parlent d'un génocide à Gaza. Or, il n'y a eu évidemment aucun génocide, ni même aucun crime contre l'humanité au Donbass, sauf par les Russes, mais pas par les Ukrainiens. Et il n'y a pas réellement de génocide à Gaza ou au Liban, parce qu'en réalité, c'est une guerre. Dans une guerre, il y a des morts. Et dans une guerre urbaine, puisqu'il s'agit d'une guerre urbaine, évidemment, il y a des victimes civiles. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément d'Allemands qui sont morts dans des bombardements alliés. Et d'abord, il y a eu énormément d'Anglais qui sont morts dans les bombardements
de la Luftwaffe sur Londres, sur Coventry, etc. Bon, la situation de Gaza Alors, est un peu non, mais on peut tout à fait regretter tout à fait les morts de Gaza. Il n'y a aucun problème. Moi, je considère qu'effectivement, c'est dramatique. C'est dramatique, mais si le Hamas n'avait pas fait son opération, rien de tout ça ne se serait produit. Bon, or le Hamas contrôlait complètement la bande de Gaza. Le Hamas a exterminé à Gaza tous ses adversaires politiques palestiniens. Donc, le Hamas est un groupe, c'est pas seulement un groupe terroriste, c'est un groupe totalitaire qui contrôlait complètement la population de Gaza. Bon, ils décident de faire cette opération. Est-ce qu'ils ont, alors on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont bien mesuré ce que serait la réaction? Est-ce qu'ils ont bien mesuré que M. Netanyahou se moquerait qu'il y ait des otages et que des otages soient tués et que de toute manière il attaquerait complètement Gaza, ou bien est-ce qu'au contraire, de la part des Iraniens, parce qu'évidemment ce sont les Iraniens qui sont derrière, est-ce que c'était une espèce de provocation pour provoquer une espèce de en connaissant Netanyahou et le désir de... Bien sûr. Son désir de... Et surtout de son extrême droite fasciste et raciste, etc. Bien sûr, parce qu'effectivement, il y a des fascistes et des racistes dans le gouvernement Netanyahou. Tout le monde le sait. Et qui sont des fous furieux qui veulent à tout prix faire partir tous les Palestiniens. Et M. Netanyahou doit se sauver. C'est la vérité. Il doit se sauver politiquement et devant la justice. Judiciairement, il doit se sauver. Il sait très bien que si son gouvernement tombe, il part directement en prison. Bon, ça n'est pas une perspective très agréable. Vous savez, en retournant un peu dans votre livre, le grand problème de la Roumanie et en général des pays post-communistes est l'échec de l'illustration. Oui. Aurions-nous eu de démocratie plus solide si nous avons réussi l'illustration, vous pensez? Alors, l'illustration, effectivement, Alors, il y a des pays qui ont quand même relativement réussi leur illustration. Ouais. La République tchèque, avec Václav Havel, a relativement réussi. Et peut-être la Pologne avec la liste de Bernstein. Bien sûr, la Pologne a bien réussi sa illustration. Les États baltes ont fait tout un travail aussi. Bon, l'Allemagne, avec la RDA, les archives de la Stasi, etc. Mais c'est vrai que la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'illustration y a été beaucoup plus faible. Alors ça tient aussi, je pense, à la dimension démocratique préexistante dans les différents pays. Là où la démocratie était déjà assez forte, par exemple en République tchèque, bon, il y avait des valeurs qui ont fait que, bon... Pendant le régime communiste? Non, mais même avant. Oui, avant. Parce qu'il faut rappeler que la démocratie, ce n'est pas seulement des institutions, un parlement, etc. Les valeurs sociales, culturelles. C'est une culture de masse, la démocratie, hein, où les gens adhèrent à l'idée de liberté individuelle, où ils adhèrent à l'idée de soumission collective. Oui, et ici, en Roumanie, nous avons eu 3 dictatures successives avant le communisme. Bien sûr. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler une culture de la soumission, où les gens se soumettent en disant, bon, ça n'est pas la peine de se révolter, ça va coûter plus cher de se révolter que de se soumettre. Bon, et donc voilà, je pense que c'est plus ça. Et puis, il faut bien dire qu'en Roumanie, il y a autre chose. En Roumanie, on nous a chanté la gloire d'une grande révolution à la chute de Ceausescu. Et à l'arrivée, on a eu Iliescu. On sait très bien qui est M. Iliescu. C'est ce qui se faisait de pire dans le communisme roumain. C'était le perestroïka qui a gagné en Roumanie, vous pensez? Le plan de Gorbatchev? Oui, c'est le seul pays où le KGB a réussi son opération. Parce que ce sont des gens du KGB qui ont fait cette opération. Ils ont tenté la même opération en Allemagne communiste, avec le fameux Markus Wolf. Et immédiatement, dès que Markus Wolf est apparu sur un balcon devant une foule, bon, c'était terminé pour lui. L'opération était terminée. L'opération que Markus Wolf devait organiser de transfert du pouvoir
d'une équipe communiste à une autre, a totalement dérapé et est devenu incontrôlable. Et le mur est tombé dans des conditions complètement invraisemblables en 1 heure. Pourquoi en Roumanie il a gagné ce plan de KGB? Mais parce qu'il a été mieux organisé, vraisemblablement. Il a été mieux organisé et il a coûté très cher parce que il y a quand même combien 1200 morts, je crois. Vous vous rendez compte? C'est cher payé. C'est cher payé. C'est la mise en scène d'une guerre civile qui n'existe pas. Et à la sortie, qui s'empare de la télévision? Monsieur Iliescu. Donc, personnellement, je pense que vous avez été victime d'une vraie fausse révolution et qu'en réalité, ça a été le passage d'une équipe communiste déconsidérée vers une autre équipe communiste. Et d'ailleurs, je pense que les minériades qui ont suivi ont bien montré qui était M. Iliescu. Bon. Alors, petit à petit, les choses se sont normalisées en Roumanie. La Roumanie est rentrée dans l'Union européenne. Ça change beaucoup de choses quand même. Bon, parce que l'Union européenne impose des règles quand même. Bon, même si elles sont plus ou moins respectées. Mais bon, il y a quand même une instance qui surveille un petit peu tout ça. Oui, mais Viktor Orban, l'Hongrie est aussi dans l'Union européenne, et voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai toujours pas compris pourquoi la Hongrie a été autorisée par l'Union européenne à ne pas appliquer les sanctions contre la Russie, parce qu'actuellement la Hongrie fonctionne entièrement avec du gaz et du pétrole russe, avec l'accord de l'Union européenne. Et dans un discours pro-russe. Et évidemment, dans un discours pro-russe, M. Orban s'est précipité, alors qu'il est à la tête officiellement de l'Europe, Oui. s'est précipité en Géorgie pour dire comment ces merveilleuses élections géorgiennes. Bon, donc pour moi, c'est une honte absolue, hein, ce qui se passe. Ça prouve qu'à la tête de l'Europe, il y a des gens qui n'ont pas de courage. Parce que quand même, la Hongrie, 8 millions d'habitants sur 300 millions d'Européens, il n'y a qu'à prendre le bras de M. Orban, de lui tordre un peu dans le dos, de lui dire on va vous couper tous les crédits et on va vous expulser de l'Union européenne si vous continuez. Bon, personne ne dit ça. Ça, c'est un problème. Hein, le problème du courage politique de nos dirigeants à tous les niveaux. C'est ma dernière question et c'est la question éternelle en Roumanie. Qui a gagné la révolution ou le coup d'État, le parti ou la sécurité? Les services secrets ou la nomenclature? Il est tout à fait clair que c'était les services secrets. Il suffit de se souvenir du pseudo-procès du couple Ceausescu, avec cet homme au fond, avec sa barbe. Bon, c'était tout à fait clair. J'ai même en France, nous avons un Roumain, un écrivain roumain, Radu Portocala, qui a publié un petit livre sur la révolution de 89 et qui a expliqué que si on regarde de près les images de télévision, les images qui ont été présentées à la télévision de l'exécution des Ceausescu, il dit ces images, ça ne colle pas. Les Ceausescu ont été exécutés avant. Hein, et avant qu'on mette en scène leur exécution. Donc voilà, c'est clair que c'est la Securitate. L'affaire de Timișoara, c'est tout à fait clair que ce sont des gens du KGB qui ont organisé ça. C'est évident que c'était les gens du KGB qui ont organisé cette opération et que le parti communiste roumain, c'était des millions de gens. Et d'un seul coup, où sont-ils passés? Voilà. Bon, mais bien sûr, la Securitate était toujours, ou en tout cas une partie de la Securitate a fait l'opération, une partie. Bon, et puis ensuite, que ce soit les communistes roumains, que ce soit l'autre partie de la Securitate, tout le monde a attendu de voir qui allait gagner. Et puis tout le monde a suivi M. Iliescu. Et quand les intellectuels ont réagi, etc., il a fait la minériade, pour envoyer un message très clair, Et puis, finalement, il a été obligé de passer la main. Et la Roumanie est rentrée dans un système démocratique qui n'est pas parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais qu'il va y avoir des élections dans quelques jours et que la classe... Avec le parti de M. Iliescu. Bien sûr. Dans une position forte. Un des signaux les plus clairs dans l'affaire de
de 1989, c'est l'émergence de Petre Roman. Petre Roman, et moi je sais très bien, depuis la France, par des milieux juifs communistes qui ont très bien connu tout ça dans les années 30, 40 et 50, qui est M. Petre Roman. Il ne s'appelle pas plus Petre Roman que je m'appelle Emmanuel Macron, et il est le fils d'un cominternien très important qui a joué un rôle très important en 1956, après la Révolution hongroise, pour faire prendre le dissident, enfin le communiste dissident Imre Nagy, qui était le dirigeant communiste au moment de la Révolution hongroise et qui s'était réfugié à l'ambassade de Yougoslavie. Et les soviétiques ont envoyé le père de Petre Roman parler avec Imre Nagy, parce que ces deux hommes ont été ensemble pendant toute la guerre à Moscou, et pratiquement dans la même chambre, ils logeaient dans la même chambre. Et donc, voilà, les soviétiques ont envoyé cet homme pour discuter avec Nagy en lui disant « Bon, Imre, je t'assure, tu ne risques rien, tu vas pouvoir aller en Roumanie tranquillement, etc. » Et à peine, et Nagy l'a cru, à peine il avait fait 3 pas hors de l'ambassade, hop, il a été attrapé et il a été condamné à mort et pendu. Bon, voilà. Donc voilà les hommes auxquels on a affaire. Il faut regarder, vous savez, les bolcheviks étaient des gens très organisés. Il faut écrire de nouveau le chapitre de la transition roumaine. Nous avons vécu un dur communisme et encore un plus dur post-communisme. Oui, mais quand même, nous sommes là en train d'en parler. Oui. Donc c'est la preuve que, bon, ça va mieux. Ça va mieux. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Hein. Bon, moi, je fréquente la Roumanie depuis plus de 20 ans à cause de ma collaboration avec le mémorial de Sighet. Je suis quand même frappé des changements. Bon, la Roumanie va quand même beaucoup mieux. Il y a toute une jeunesse, etc. Bon, hein, et hier, j'ai pu donner une conférence à la bibliothèque de l'Académie avec un amphithéâtre plein, y compris de jeunes. Bon, donc voilà, ce sont quand même des progrès importants qu'il faut bien comprendre. Mais bon, les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais bon, c'est comme ça. Mais vous savez, la France ne se porte pas beaucoup mieux. Hein. En ce moment, la France, qui est une vieille démocratie, eh bien, elle a une classe politique médiocre, elle a un président qui fait des bêtises, etc., etc. En général, la démocratie semble être dans une difficulté. Mais le problème de l'avantage d'un régime totalitaire, c'est qu'il est stable. Et il peut mentir, il peut. Alors, il est stable parce qu'il ment en permanence et il terrorise en permanence, et tout ça dans le plus grand secret. Donc, tout va bien. La démocratie, c'est la diversité, c'est le pluralisme, c'est des équilibres et des déséquilibres. Le problème, c'est qu'en démocratie, il faut continuellement défendre les principes démocratiques. Sinon, évidemment, le système se désagrège. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que la démocratie s'effondre en Europe, mais bon, elle se désagrège un petit peu. Nous avons des formes, disons, des formes faibles de démocratie. Oui. Ce mot illibéralisme. Oui, je ne crois pas. Pour moi, c'est un mot, c'est un slogan qui ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder, moi je suis historien, donc je regarde les faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que la presse est libre? Est-ce que les extrêmes sont puissantes ou pas puissantes, etc. Mais bon, si, vous savez, c'est toujours la même chose. Dans n'importe quel combat, que ce soit à la boxe, au rugby, au football, etc., l'adversaire va toujours profiter au maximum de votre point faible. Bien sûr, bon, bien sûr. Donc, voilà, si la démocratie présente des points faibles, et elle en présente, y compris sur le plan idéologique, avec toute cette folle idéologie du wokisme, du gender studies, du décolonialisme, etc., qui sont des absurdités intellectuelles, hein, il faut le dire. Mais bon, ça présente des faiblesses. Il y a une partie de la jeunesse qui adhère à ce type de discours. Et voilà comme M. Poutine qui a fait judo, c'est un sport où il faut profiter de points faibles.
Mais oui, vous avez tout à fait raison. Alors, il n'a pas fait seulement du judo. Ouais. Il faisait aussi du karaté, etc. Mais il a appris à profiter à fond des faiblesses Ouais. de son adversaire. C'est ce qu'il fait. Merci beaucoup. Je vous remercie.